La première, L'histoire continue. Bertrand Haine. La frontière entre Bruxelles et Halle-Vilvoorde passe exactement au milieu de cette chaussée. Il est exclu de parler ou de reparler des frontières de la région Bruxelles-Capitale. C'est une période bonne pour moi, parce que chaque jour, il y a plus de séparatistes en Flandre. Le sort d'un pays tient parfois à peu de choses. En Belgique, plus qu'ailleurs, nous avons l'art de nous faire peur, de fantasmer la fin du royaume. Nos querelles linguistiques sont parfois homériques au point de prendre toute la place, de devenir existentielles et d'éclipser tous les autres sujets politiques. La scission de l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde dans les années 2000 fut de ces querelles sans fin, à peu près incompréhensibles à l'étranger et souvent même chez nous. La scission de cet arrondissement a pourtant conduit le pays à la plus longue crise politique de son histoire. Retour sur une incompréhension mutuelle. La première, L'histoire continue. Et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. BHV, 3 lettres que personne ou presque n'a envie de réentendre. On les a comme oubliés, refoulés peut-être dans notre inconscient collectif. C'est dire si cet épisode de grande tension communautaire a créé une forme de trop-plein, de rejet peut-être aussi dans une partie de la population. Près de 10 ans de crise entre 2002 et 2012, où un gouvernement est tombé, où on a battu le record donc de la plus longue crise politique, où des démineurs, des informateurs se sont succédés pour tenter de résoudre un problème que tout le monde avait fini par considérer comme insoluble, avec ce nœud donc de l'arrondissement électoral et judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, un arrondissement à cheval sur la Flandre et Bruxelles. Au nord, la scission relevait de l'évidence de l'histoire. Pour le sud, c'était le début de la fin de la Belgique. Durant ces 10 années, les scénarios les plus fous et géostratégiques ont été imaginés, l'élargissement de Bruxelles et même un corridor autour de la E411 pour relier Bruxelles à la Wallonie en cas de scission. Et le plus fou, c'est même qu'on a même pensé à un tunnel si le corridor ne fonctionnait pas. Alors comment en est-on arrivé là à discuter de ces questions alors que sévissait en 2008 la pire crise financière et budgétaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, ce sera une des questions qu'on va tenter de résoudre. Quelle trace aussi cette affaire a-t-elle laissé dans notre imaginaire, notre relation politique et entre nord et sud, évidemment, du pays? Comment ces 10 années de crise expliquent-elles en partie, par exemple, le succès actuel de la NVA qui est né à l'époque où l'on discutait de ce problème de BHV? Pour en parler avec nous, Cédric Istas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CRISP, vous êtes rédacteur en chef du courrier hebdomadaire du CRISP. Bonjour Dave Sinardet. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à la Vrije Universiteit Bruxelles, la VUB, et à l'UC Louvain-Saint-Louis Bruxelles, et vous avez publié plusieurs articles sur cette question de BHV, et vous étiez jeune politologue encore au début, vous êtes venu à l'RTBF à ce moment-là, et vous avez fait un peu vos armes sur cette querelle linguistique de BHV. Alors première question à tous les deux, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qui se passe en politique belge, de revenir sur BHV? Cédric Istas, ça vous paraît encore utile ou c'est de l'histoire ancienne? Alors ce n'est pas de l'histoire ancienne puisque ça a encore une série d'implications aujourd'hui, ça permet de comprendre toute une série d'éléments institutionnels, politiques. Et puis d'autre part, je pense que c'est intéressant parce que ça montre que la politique, ce n'est pas qu'une histoire de réflexion froide, de considération rationnelle, c'est aussi des émotions, c'est aussi de l'irrationnel, c'est une réalité d'hommes et de femmes. Et donc voilà, on a parfois l'image d'un monde politique un peu désincarné, alors que là, on voit que parfois, il est rattrapé par des éléments beaucoup plus irrationnels. Et des émotions. Dave Sinardet, votre avis à vous? Je ne crois pas que c'est le dossier le plus important pour la vie quotidienne des gens, mais ça ne l'était pas à l'époque dans le temps non plus. Néanmoins, comme vous l'avez dit, il a quand même été au cœur de la plus longue formation de gouvernement du monde, parce que la Belgique a quand même battu le record du monde avec les 541 jours. BHV était au cœur de cela. Ça a été lié à des tas de discussions, à de la polarisation communautaire, des questions sur la survie du pays. Donc, dans ce sens-là, c'est pertinent de revenir peut-être aujourd'hui, maintenant qu'on peut justement analyser les choses plus calmement, plus rationnellement, comment on en est arrivé là. Ouais, et notamment, parce que vous avez écrit là-dessus, dans les médias, comment on a géré ce problème BHV,
en participant aussi à la polarisation, c'est ce que vous disiez dans un de vos articles. Mais avant, donc, on se replonge dans nos archives, direction l'été 2012. C'est un jeudi après-midi qui ressemble à bien d'autres à la Chambre. L'été a un peu vidé les travées. Des députés suivent le Tour de France en cachette. Même les tribunes de presse semblent déjà élaguées par le soleil qui s'est installé sur le Parc Royal. Pourtant, malgré les apparences, ce 12 juillet 2012 est censé être un jour historique. 106 voix pour, dont celle de Groen et d'Écolo, 42 contre, celle de l'opposition. Cette fois, c'est fait. Le Parlement belge a mis fin à une controverse vieille de près de 50 ans. Alors, on s'en doute, ce vote a été synonyme de soulagement. Voyez plutôt. La Chambre vient de voter sur un dossier qui a fait la une de l'actualité pendant près de 10 ans, Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Du nom de cet arrondissement qui avait comme caractéristique singulière d'être à cheval entre la Flandre et Bruxelles. Une incongruité pour la Flandre qui réclamait à corps et à cri sa scission. Alors, quand elle est enfin votée, Michel Doomst, député CDNV, se met à espérer. On espère d'avoir un respect réciproque et qu'on n'a plus cette envie encore d'aller au-delà de cette frontière et d'essayer d'envahir plus en plus de notre région flamande. Soulagement flamand, mais aussi soulagement francophone. Après des années à dire non, les socialistes Laurette Ankelings et le libéral Charles Michel espèrent une nouvelle Belgique. Maintenant, on a réussi à sauver ce pays. Maintenant, on a réussi finalement à relancer toute la machine. Regardez, au niveau de la croissance, ça va mieux. Je me réjouis qu'une génération politique ait pris des responsabilités pour aller vers une solution. Le pays est sauvé, dit Laurette Ankelings. Mais de quoi ? Cet été-là, presque tout le monde est déjà passé à autre chose, comme si le public voulait oublier ces dernières années où le sort d'un arrondissement administratif avait monopolisé l'attention politique et médiatique. Oublier qu'on parlait ouvertement de la scission de la Belgique. Oublier qu'un gouvernement était tombé. Oublier qu'on avait battu le record de la plus longue crise politique de l'histoire. Oublier qu'en fait, BHV, on en parlait depuis 50 ans. C'est donc en 1962 et 1963 que les lois linguistiques sont votées après de longs débats et bien des difficultés. La frontière linguistique est finalement instaurée. C'est l'aboutissement des travaux qui ont été entamés par la commission Armel. Cette commission comprenait des membres de toutes les tendances. Selon le Littré, le terme frontière est relatif aux limites qui séparent un État d'un autre État. Dès lors, la frontière linguistique serait les limites qui séparent deux régions dont les habitants parlent des langues différentes. En l'occurrence, dans notre pays, les populations de parler roman, wallons et francophones, et les populations de parler germanique, flamand et néerlandophone. Le fait nous paraît absolument incontestable. En 1963, la fixation de la frontière linguistique est censée mettre fin définitivement au conflit entre francophones et flamands. Il n'en sera évidemment rien. Les problèmes linguistiques vont marquer toute la seconde moitié du XXe siècle en Belgique. L'affaire de Louvain, les troubles à Fouron, les tensions dans les communes à faciliter, les problèmes ne manqueront pas. Et parmi les pierres d'achoppement les plus rudes, Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Pour comprendre cette revendication, il faut remonter 40 ans en arrière et au premier découpage du pays, la fixation de la frontière linguistique. Dès 1963, on limite l'arrondissement administratif de Bruxelles, comme on l'appelait à l'époque, aux seules 19 communes. Et les partis politiques francophones renoncent aux 6 communes périphériques, mais en l'échange de facilités et en l'échange du maintien de l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. L'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, qui résiste à cette frontière linguistique, est vu du côté flamand comme une anomalie de l'histoire, vouée à disparaître. Une affaire complexe, baroque, que les journalistes n'en peuvent plus d'expliquer. La frontière entre Bruxelles et Halle-Vilvoorde passe exactement au milieu de cette chaussée. D'un côté de la rue, Bruxelles, chaussée romaine, où tout est bilingue français-néerlandais. De l'autre côté de la rue, Strombeek, Romainse Steenweg, écrit en noir et jaune et qui fait partie de Halle-Vilvoorde.
L'élément qui relie les deux côtés, c'est l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. L'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde est donc le seul arrondissement électoral birégional du pays, avec les 19 communes bruxelloises d'un côté et 35 communes flamandes tout autour. Cet arrondissement est resté dans le frigo des dossiers linguistiques impossibles à résoudre. Jusqu'en 2002. Cette année-là, le gouvernement de Guy Verhofstadt décide de revoir les arrondissements électoraux. Désormais, ce sera un arrondissement par province, sauf pour Bruxelles-Halle-Vilvoorde. La réforme ne fait pas beaucoup de bruit, mais la Cour constitutionnelle considère qu'il y a une discrimination, une décision qui va raviver le feu communautaire qui couvait. Le gouvernement échoue à trouver une solution, alors que les élections régionales approchent. Sur les plateaux de TV, flamands et francophones se déchirent. La Cour d'arbitrage a dit, tel que c'est aujourd'hui, ce n'est pas tenable. Il faut changer le système. Tous les partis flamands, d'ailleurs, ont réagi en disant, bon, alors il faut arriver à savoir la scission entre de l'arrondissement de Bruxelles et de Halle-Vilvoorde. On a fixé une frontière linguistique sans tenir compte de la volonté des populations. Et donc, quand j'entends revendication légitime de scission de l'arrondissement, je dis, moi, j'ai une revendication bien plus légitime, parce qu'elle est conforme à la volonté des populations concernées, c'est l'élargissement de Bruxelles. Il est exclu, mais exclu de parler ou de reparler des frontières de la région Bruxelles-Capitale. Il est exclu de parler de la scission de l'arrondissement électoral. Voilà le problème. Pour la scission de l'arrondissement, il faudra trouver une solution, parce qu'on est devant un problème juridique. Le débat sur l'arrondissement, ça n'est qu'un élément annonciateur d'une autre grande négociation. Que nous ne soyons pas innocents. Nous allons connaître un après 13 juin qui sera fait de grandes turbulences. Sur fond de tension, Yves Le Terme s'impose comme le grand vainqueur en Flandre. L'homme fort du CDNV a déclaré qu'il ne faudrait que 5 minutes de courage politique pour scinder BHV et s'est allié à la NVA, une toute nouvelle formation nationaliste. En face, les francophones, MR et PS en tête, s'unissent et proposent un élargissement de Bruxelles. Nous avons décidé ensemble de dire, mais si l'on veut découper un arrondissement autrement, élargissons la région bruxelloise. Nous sommes partisans d'envisager un élargissement des frontières de Bruxelles-Capitale. Les partis flamands en chœur réclament donc la scission de l'arrondissement. Unis, les partis francophones proposent l'élargissement de Bruxelles. Le face-à-face est total, le dossier s'enlise et le ton monte. Le gouvernement Verhofstadt, composé des familles socialistes et libérales, échoue à nouveau à trouver une solution et le dossier est comme d'habitude mis au frigo. Le CDNV en cartel avec la NVA dans l'opposition au fédéral, mais au pouvoir en Flandre, tire à boulet noir et jaune. Cible de l'opposition flamande, les francophones. C'est le Premier ministre Di Rupo et son secrétaire Verhofstadt qui veulent s'en sortir pour le reste de la législature en mettant les problèmes communautaires à l'écart de l'agenda. Le gel de BHV et du communautaire jusque 2007 dans les rangs flamands, cette décision est difficile à digérer. À la tribune, les nationalistes flamands se déchaînent. Collègues, par la mauvaise volonté et les irréelles, je dis bien irréelles exigences des francophones, la scission de ce pays arrivera plus vite en réalité que la scission de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Et ce ne sera pas la responsabilité des Flamands. La fin de la Belgique. Quand il lance cette menace, ce député de la NVA ravive un fantasme profondément ancré et qui commence à monter au nord comme au sud. Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre Question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important, en clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de l'RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées, excusez-moi. Voilà, on me confirme d'ailleurs à l'instant par téléphone que des événements de la plus haute importance se déroulent. Nous allons retrouver tout de suite en direct Frédéric Gersdorf. Il est aux abords du Palais Royal en plein cœur de Bruxelles. Frédéric, que se passe-t-il pour l'instant ? C'est en effet dans ce contexte tendu que la RTBF lance son Bye Bye Belgium fin décembre 2006. Un canular destiné à frapper les esprits
Mais l'émission accentue encore l'incompréhension entre le Nord et le Sud. L'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde est devenu un abcès purulent qui charrie avec lui des frustrations et des rancœurs communautaires bien plus profondes. Bonjour tout le monde. Dans Dag Helemaal, le ministre-président flamand parle aux Flamands. Première nouvelle, Yves Le Terme déclare qu'il partage en grande partie l'analyse du manifeste pour une Flandre indépendante rédigé récemment par un groupe d'hommes d'affaires flamands. Mais que faire de la solidarité avec les Wallons alors ? Réponse sous la forme d'une métaphore cycliste. Notre solidarité avec les francophones ressemble de plus en plus à une sorte de sac à dos rempli de pavés que nous devons porter pendant une course cycliste infernale avec de solides concurrents, au moment même où nous devons avancer et percer au sommet. Notre ambition n'est-elle pas que la Flandre reste au top mondial ? Eh bien alors, notre solidarité avec le sud du pays ne peut pas servir de frein. Le refus des francophones de scinder l'arrondissement est de plus en plus compris au Nord comme un manque de respect pour la Flandre. Une Flandre qui demande, dans un front très large, de nouvelles compétences depuis 1999. À l'inverse, dans le Sud, les demandes flamandes sont prises comme une forme d'arrogance anti-belge, voire anti-francophone. Les drapeaux tricolores fleurissent un peu partout sur les balcons. Le phénomène est étrange, mais facilement observable. Un petit temps déjà que les morceaux d'étoffe colorent le gris des grands ensembles bruxellois. Ce frémissement populaire, on l'a aussi senti en Wallonie. À Namur, la rédaction de Sud Presse a aussi fabriqué des drapeaux. Leur particularité est de se coller partout aux couleurs des journaux du groupe. On en est plus ou moins à la folie de 1986 avec les Diables Rouges à Mexico. Alors on s'est dit que ça voulait dire quelque chose et on a essayé de répondre à une demande. C'est dans ce contexte très émotionnel que se déroulent les élections fédérales de juin 2007. Des élections qui vont confirmer, comme en 2004, la victoire du cartel CDNV-NVA d'Yves Le Terme et de Bart De Wever, qui fait de la scission de BHV et d'une réforme de l'État une priorité. En Flandre, à présent, le grand vainqueur du jour est sans conteste le CDNV d'Yves Le Terme avec plus de 30% des suffrages. Les perdants sont en revanche les socialistes flamands du SPA en très forte baisse. Arrivée remarquée d'Yves Le Terme, le porte-drapeau du CDNV sur le plateau de la VRT. Il est le grand gagnant de ces élections en Flandre, à côté de son allié de la NVA, Geert Bourgeois. D'emblée, le thème de la réforme de l'État est entonné. En tout cas, nous disons après les élections ce que nous disions avant les élections, aussi dans l'intérêt des francophones, aussi dans l'intérêt de la Belgique. Je pense qu'il est nécessaire que le fossé économique entre la Flandre d'une part et la Wallonie et Bruxelles d'autre part soit réduit, et cela passe selon moi par une répartition de compétences. Mais la fête sera de courte durée. La lune de miel espérée entre libéraux et chrétiens-démocrates tourne au vinaigre au château de Val-Duchesse. Entre Joël Milquet du CDH, Didier Renders du MR, Yves Le Terme du CDNV et surtout Bart De Wever de la NVA, aucun terrain d'entente n'apparaît à l'horizon. On ne peut plus arriver à former un gouvernement belge. Pour moi, pas de problème du tout. C'est une période bonne pour moi, parce que chaque jour, il y a plus de séparatistes en Flandre, avec les déclarations qu'on fait ici à la porte, l'arrogance. L'Orange-Bleu ne verra pas le jour, ni la réforme de l'État, ni la scission de BHV, et la patience des partis flamands s'érode. Le 7 novembre 2007, à la Chambre, le problème BHV se transforme alors en crise existentielle pour la Belgique. Bienvenue à vous dans ces informations et merci de votre attention. C'est un coup de force historique qui pourrait rompre bien des équilibres. En effet, pour la première fois ce mercredi en Belgique, une communauté a voté contre l'autre en commission de l'intérieur au Parlement. Les partis flamands de la gauche à l'extrême droite ont voté pour la scission de l'arrondissement de BHV. Un combat sans adversaire puisque les élus francophones avaient tous quitté la salle. Passons au vote sur les différents articles et les différents amendements qui ont été introduits. Alors, je commence les votes.
La procédure de vote lancée, les francophones se lèvent instantanément et quittent la salle. Côté flamand, les députés du Vlaams Belang applaudissent. Les francophones partis, les députés flamands majoritaires votent le premier article. Seule la députée de Groen s'abstient. À l'extérieur, les francophones réagissent. Très clairement, c'est la première fois qu'un vote majorité néerlandophone avec le soutien du Vlaams Belang contre une opposition francophone intervient sur le plan communautaire. Nous espérons que ça ne laissera pas des traces durant trop longtemps. Ce vote, flamand contre francophone, en commission de la Chambre, loin de faire avancer le dossier, va en réalité figer les positions. Les francophones bloquent toute avancée en usant de dispositifs parlementaires dits de sonnettes d'alarme ou de conflits d'intérêts. Le dossier BHV se transforme en une sorte de grand cirque institutionnel. Au chapitre politique, hier soir, le Parlement de la communauté germanophone a lancé une procédure en conflit d'intérêts dans le dossier de la scission de l'arrondissement de Bruxelles à Vilvoorde. Conséquence, le vote de la loi sur la scission de BHV est gelé au Parlement fédéral pour environ 120 jours. Les parlementaires germanophones espèrent ainsi donner du temps et de l'espace de négociation pour tenter de trouver une solution négociée entre néerlandophones et francophones. Impuissant, Yves Le Terme doit concéder fin 2007 le retour de son adversaire de toujours, le libéral Guy Verhofstadt, durant quelques mois à la tête d'un gouvernement minoritaire. Quand enfin il devient, près d'un an après les élections, Premier ministre, il forme alors un gouvernement entre chrétiens-démocrates, socialistes et libéraux, les trois grandes familles traditionnelles. Quant à la scission de BHV et la grande réforme de l'État qu'il réclamait, elles sont reportées à un hypothétique dialogue de communauté à communauté. En désaccord, Bart De Wever et la NVA met fin au cartel avec le CDNV et poursuit sa route tout seul. Ce dialogue, c'est une blague. On ne va rien réaliser avant les élections de 2009, ça c'est clair. Les francophones ne le cachent pas. Ils disent des bons mots, mais leurs vraies intentions ne sont pas secrètes. Les maires et les VLD, ils ont un accord de ne réaliser rien de fondamental avant 2009. Dans des conditions pareilles, on ne peut plus continuer. Le gouvernement Le Terme, après bien des difficultés, commence donc sa législature, sur la promesse de trouver une solution sur BHV, alors que les francophones se disent demandeurs de rien. Mais rien ne va se passer comme prévu. Depuis le crash boursier de 1929, la bourse belge n'avait jamais connu ça. Pour tout qui a moins de 85 ans, personne n'a jamais vu ça. Les valeurs bancaires dégringolent. Fortis, sauvé par le gouvernement hier, voit son action chuter de 24% aujourd'hui. Voilà maintenant Dexia, malmenée depuis des mois, qui culbute. L'action a perdu presque un tiers de sa valeur en un jour. La Belgique subit de plein fouet la crise financière de 2008. L'État doit sauver les banques. En plein chaos, face à une dette qui s'envole, la scission de BHV passe au second plan. Mais pas pour très longtemps. Les négociations reprennent en 2009 et surtout en 2010. Jean-Luc Dehaene, maître de la négociation, ancien Premier ministre, revient même un temps épauler Yves Le Terme. Mais le 22 avril 2010, alors que les discussions continuent et que les feux de l'amour se terminent, la rue de la Loi s'embrase. Jeudi 22 avril, il est 12h50. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du journal télévisé, une édition spéciale de taille pour vous dire que le gouvernement est au bord de la rupture. Alors, ira-t-on voter avant les vacances ? Plus d'explications, plus de détails. On a l'impression que tout va très vite ces dernières minutes. Alors on va dire que ça s'est accéléré à la surprise de certains partenaires francophones de la majorité qui ne s'attendaient pas à ce scénario. Les faits, les voici. Réunion de crise ce matin à l'Open VLD. Décision communiquée par la suite. L'Open VLD retire sa confiance dans le gouvernement d'Yves Le Terme. Ça signifie quoi ? En d'autres termes, qu'ils vont quitter le gouvernement. Le VLD retire la prise du gouvernement. En difficulté dans les sondages, les libéraux espèrent couper l'herbe sous le pied des autres partis flamands. Mais cela s'avère le plus mauvais pari politique depuis très longtemps. Les libéraux sont sanctionnés, les socialistes francophones tirent leur épingle du jeu, mais surtout la NVA écrase tout sur son passage avec 30% des voix. Bart De Wever devient ce jour-là le numéro 1 flamand. Nil volentibus arduum. Nil volentibus arduum. NVA. NVA. De afkorting NVA staat vanavond voor Nil volentibus arduum.
Voor zij die willen is niets onmogelijk. Pour ceux qui le veulent, rien n'est impossible. Nous gagnons aujourd'hui les élections. Nous vous présentons un parti qui remporte sans doute 30% des voix. Le plus grand parti de Flandre. Le 13 juin 2010 commence la plus longue formation de gouvernement de l'histoire du pays et d'ailleurs de l'histoire des démocraties modernes. 541 jours de discussion avec, encore et toujours, comme pierre d'achoppement, les 3 lettres de BHV. À la fin, un accord, une 6e réforme de l'État négociée entre 8 partis, mais sans la NVA. Au bout du compte, un gouvernement dirigé pour la première fois depuis 40 ans par un francophone, Elio Di Rupo. Et enfin, quand la scission de BHV est votée en 2012, la plupart des Belges ont déjà oublié comment et pourquoi on en était arrivé là. La première, l'histoire continue. On retrace le fil qui a conduit la Belgique en pleine crise institutionnelle et existentielle aussi, au début des années 2000, avec la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde. Avec nous, Cédric Istas, qui est chercheur au CRISP, et Dave Sinardet, qui est professeur de sciences politiques à la VUB et à l'UC Louvain-Saint-Louis à Bruxelles. Dave Sinardet, peut-être avec vous d'abord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en réécoutant les récits et les archives? Je sais qu'en préparant l'émission, vous êtes un peu replongé dans vos archives. Ça fait toujours une impression un peu particulière quand on se replonge dans les archives. Qu'est-ce que vous êtes dit, votre sentiment d'abord? Oui, c'est quand même un peu une autre époque. J'ai même un sentiment de nostalgie, parce que, comme vous le disiez au début, c'est quand même un dossier qui m'a fortement préoccupé, qui était aussi un petit peu le début de mon rôle public comme politologue, enfin pas spécifiquement BHV, mais toutes les discussions communautaires, la 6e réforme de l'État, etc., qui l'entouraient. D'ailleurs, je me rappelle que dans le temps, parce que je venais effectivement souvent dans les médias francophones, et dans ce contexte très polarisé, certains flamands, notamment nationalistes, vous voyez ça presque comme quelque chose de suspect, que j'étais dans les débats télé avec les politiques francophones. J'étais quand même un peu un mauvais flamand. Un traître, quoi, quasiment. Il y avait quand même un peu cette ambiance-là, tandis qu'aujourd'hui, grâce à Bart de Wever, c'est plus suspect du tout, parce que lui, maintenant, il est Premier ministre, il va faire des grandes conférences à Beaux-Arts pendant 2 heures en français. Donc voilà, il a totalement dédouané ça. Donc maintenant, je peux venir ici en me sentant pleinement, néanmoins, quand même flamand, donc c'est très bien. Mais plus fondamentalement, ce qui me frappait quand même aussi, c'était... donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, notamment à partir de 2003-2004, certains partis flamands ont commencé à suivre sur ce dossier une logique et un discours majoritaire. Parce que Yves Leterme a notamment dit, scinder BHV, ça coûte que 5 minutes de courage politique. Les Flamands peuvent faire ça tout seuls, avec une majorité simple, et voilà. Ce qui s'est passé en 2007 en commission, mais ils n'ont pas pu le faire en séance plénière, parce qu'il y a eu d'autres procédures, mais c'était ça le signal. Mais la réalité, c'est bien sûr que les partis flamands devaient fonctionner dans une logique de politique de consensus, logique de démocratie consociative pour les amateurs de sciences politiques. Parce qu'en fait, c'était possible effectivement de voter ça avec la majorité flamande, mais ensuite, les francophones pouvaient actionner une sonnette d'alarme. Des conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, ça c'est quelque chose qu'on a utilisé en fait pour gagner du temps plus tard. Mais donc en fait, alors ça voulait dire que le dossier revenait sur la table du gouvernement. Là, les francophones pouvaient dire on n'est pas d'accord. S'il n'y avait pas d'accord, le gouvernement tombait et ça revenait sur la table du prochain gouvernement ou de la négociation du prochain gouvernement. Et de toute façon, à nouveau, il fallait trouver un consensus. Et en fait, les partis flamands pendant des décennies, depuis les années 60, avait toujours suivi la logique de consensus, avait dit ok, on veut que BHV soit scindé, mais on sait aussi que ça devra se faire dans le cadre d'un grand compromis, on peut pas le faire tout seul, ok. Et c'est pour ça que on avait essayé en 78, ça avait pas marché. On avait essayé en 90 encore avec Dehaene, ça avait pas marché non plus. Non. Et puis là, c'est ce fameux arrêt de la Cour constitutionnelle où la logique c'est oui, mais maintenant c'est juridique. Il faut répondre à l'arrêt, c'est plus une logique politique, c'est un peu ça. Cédric Istas aussi qui s'est passé peut-être côté flamand quand on arrive avec ce dossier. C'est qu'on dit, la Cour constitutionnelle nous donne raison. C'est ça le début de la flambée du dossier BHV. Oui, effectivement, le dossier BHV, il existe, on l'a dit, depuis la fixation de la frontière linguistique. Mais il est remis à jour, tout d'abord, brièvement, en 1995, quand la province de Brabant est scindée, en province de Brabant flamand, province de Brabant wallon et région de Bruxelles-Capitale. Et puis surtout,
surtout en 2002, lorsqu'il y a donc cette modification de la législation électorale, mais la Cour d'arbitrage, actuelle Cour constitutionnelle, par 2 arrêts à la fin de l'année, vient dire non, ça ne va pas, il y a une discrimination. Et là, elle a cette formule disant il faut régler le problème. Mais elle ne dit évidemment pas comment. Parce que... Elle ne dit pas comment, elle ne donne pas un délai très clair. Et là, il va y avoir 2 lectures qui vont s'opposer. Une lecture néerlandophone qui dit la Cour constitutionnelle a dit il faut scinder, il faut trouver une solution avant les prochaines élections. Et les francophones qui vont dire non, c'est un problème plus politique. Oui, il faut régler, mais par le biais d'une négociation. Et la Cour n'a pas dit que c'était nécessairement par le biais d'une scission. Oui. Alors, Dave Synardet, là, donc les Flamands, vous nous disiez, viennent avec une logique majoritaire. Et les francophones, à ce moment-là, c'est quelque chose qui tranche avec aujourd'hui quand même, viennent avec une logique d'unité. Ils se parlent entre présidents de partis et ils disent « Eh bien, ce sera l'élargissement de Bruxelles ». Ce qui est une réponse quand même très forte, qui du côté flamand est presque prise comme une insulte, ou un manque de respect. C'est vraiment revenir sur la logique même de l'État belge, la fixation de la frontière linguistique, quoi. C'est très mal pris, cette réponse. Oui, et en fait, c'est revenir au débat de 1962-63 sur la fixation de la frontière linguistique, où originellement, il y avait une proposition sur la table où on scindait déjà BHV à ce moment-là, mais où la contrepartie, c'était que certaines communes étaient rajoutées à la région linguistique bilingue de Bruxelles. Mais pour comprendre pourquoi les partis flamands soudainement ont donc suivi cette logique majoritaire, je crois qu'il y a un élément très important, c'est que à partir de 2004, on a pour la première fois, et ça a été dit dans l'aperçu, des élections régionales séparées. Donc jusqu'en 1999, les élections régionales et fédérales étaient toujours couplées. Ouais. Maintenant, elles le sont de nouveau. C'est à nouveau le cas. Mais à l'époque, on a eu 10 ans sans. Mais on a effectivement, en 2003, il y avait les élections fédérales. Le gouvernement Verhofstadt a été réélu, plus ou moins. En 2004, il y a des élections régionales. Et en fait, le cartel CDNV-NVA qui venait d'être formé pouvait en fait facilement mettre la pression sur BHV. Yves Leterme pouvait facilement dire « ça coûte que 5 minutes de courage politique », parce qu'en fait, c'était pas lui qui devait, après les élections, s'il était à la tête du gouvernement flamand... Oui, il pouvait toujours le dire. Non, voilà. Et en plus, en faisant ça, il pouvait mettre la pression sur le gouvernement Verhofstadt, contre lequel le CDNV d'Yves Leterme était en opposition au fédéral. C'est ça. Parce que c'était lui qui devait finalement résoudre le problème. Et donc... ça a encore facilité la polarisation, cette affaire-là. Oui, le découplage des élections et ensuite la formation de coalitions différentes au niveau régional et fédéral a, je crois, vraiment créé ces dynamiques. Le seul problème pour Yves Leterme, c'est que 3 ans après, en 2007, le problème n'était toujours pas réglé. Oui. Et il faut vraiment voir, dans cette campagne-là, il est déjà beaucoup plus nuancé. Donc, soudainement, dans la campagne de 2007, il dit oui, BHV, ça reste important. Il faut trouver une solution. Il n'est même plus une scission. Mais il faudra quand même négocier, etc. Mais voilà, entre-temps, il avait mis en route une machine majoritaire qu'il ne pouvait plus vraiment arrêter. Oui. Et donc, c'est vraiment revenu dans son visage. Oui. Et après, on a donc eu quand même ce qui était un peu du théâtre surréaliste. En fait, le CDNV qui comprenait, OK, il faut un consensus, mais en même temps, voilà, on a promis qu'on allait suivre la logique majoritaire, donc il faut mettre à l'agenda les votes au Parlement, et donc c'était vraiment très schizophrène. Le vote sur la mise à l'agenda en 2008 à la Chambre. En fait, c'était les partis flamands qui devaient demander aux partis francophones, s'il vous plaît, actionner un nouveau conflit d'intérêts. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, voilà. Donc, c'est un peu arrêtez-nous, parce que sinon, on va se tirer une balle dans le pied. Alors, Cédric Istas, il y a donc eu un compromis à la toute fin, donc entre 2011 et 2012, enfin la fameuse crise des 541 jours. On va pas faire le détail de tout le compromis qui a été trouvé, parce que sinon, on va perdre tout le monde. Mais quand même, l'idée... Comment ça se passe aujourd'hui en périphérie pour les francophones ? Parce qu'on se disait, tiens, il y avait tellement cette idée, il faut élargir Bruxelles, les bourgmestres de la périphérie qui ont pris une place médiatique très importante à l'époque en disant que c'était très dangereux pour les droits des francophones. Finalement, le compromis qui a été trouvé, il permet quand même de résoudre effectivement le problème sur le terrain, où on peut dire qu'il y a toujours des problèmes pour les francophones de la périphérie aujourd'hui avec cette question-là.
Alors, la question est vaste. BHV, stricto sensu, ce n'est que le côté électoral. Voilà. Et uniquement, il y avait le judiciaire aussi. Alors, c'est ça. Il y avait plusieurs dossiers qui se sont entremêlés. Il faut se rappeler que c'est toute une époque de contexte. Et donc, effectivement, la négociation sur la scission de BHV, elle a été liée à une réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui a aussi la particularité de s'étaler sur les deux régions linguistiques. Ça a été lié au problème de la nomination des bourgmestres dans les communes à facilité de la périphérie bruxelloise. Voilà, il y avait tout est ressorti. Tout est sorti d'un coup. Et d'ailleurs, quand on voit la négociation qui a eu lieu en 2012-2014 sur la scission de BHV, ça a été lié aux éléments que je viens de rappeler. Également au refinancement de la région bruxelloise et de ses différentes composantes, à la création, on l'a peut-être oublié, de la communauté métropolitaine bruxelloise. Effectivement, on l'a oublié, oui. Oui, effectivement, parce que ça n'a jamais vu le jour. C'était une concession flamande faite aux francophones. Mais donc voilà, BHV, c'est d'abord et avant tout électoral. Alors comment ça se passait avant ? Les électeurs de l'ensemble des arrondissements de Halle-Vilvoorde pouvaient voter pour des listes francophones. Aujourd'hui, il y a toujours... À Bruxelles. Et des listes francophones aussi qui se présentaient, donc effectivement non sur l'ensemble de l'arrondissement, mais également effectivement, à donc il faut savoir que la présence francophone dans la périphérie bruxelloise ne se limite pas aux 6 communes à facilité. Et donc même les francophones des communes non à facilité pouvaient voter pour des listes francophones. Aujourd'hui, c'est un droit qui a totalement disparu. Puisque aujourd'hui, seuls les habitants des 6 communes à facilité peuvent toujours voter pour des candidats francophones aux élections fédérales et européennes. Rappelons que BHV, ça ne concernait que la Chambre, et à l'époque le Sénat également, et le Parlement européen. Ça n'a par exemple jamais concerné les élections pour la région flamande. Donc voilà, de ce point de vue-là, effectivement, il y a eu une restriction des droits des francophones de la périphérie, puisque désormais le droit de voter pour des francophones est limité aux seuls habitants des 6 communes. Ouais. Après, il faut voir aussi dans un contexte plus large. Par exemple, il n'a pas été mis fin au système des facilités, alors qu'il en avait été question. Elles ont été bétonnées plusieurs fois, elles ont été rebétonnées dans la... Voilà, à chaque fois, elles sont rebétonnées. Maintenant, ça tient bien. Les francophones, pour le moment, oui. C'est du béton armé, quoi. Mais rappelons que, oui, c'était mis dans la négociation. L'époque est également celle des circulaires Peters, donc ces circulaires qui veulent limiter le droit des francophones de la périphérie à s'exprimer en français avec les administrations. Ces circulaires Peters, elles datent d'entre 1997 et 2010. Il y avait le carrousel de la nomination des bourgmestres. Il y avait la question de l'inspection des écoles francophones dans la périphérie bruxelloise, etc., etc. Donc il y avait tout un contexte à l'époque de tension et effectivement, BHV stricto sensu, c'était uniquement électoral, mais dans les débats et dans la symbolique que l'on mettait derrière, c'était bien plus large, c'était vraiment les droits des francophones de la périphérie et effectivement, quelque part, une certaine remise en cause d'un côté ou une consolidation des droits acquis lors de la fixation de la frontière. Mais on voit quand même que la 6e réforme de l'État et la solution sur BHV, tant électorale et judiciaire, a quand même calmé les tensions communautaires globales en périphérie. On voit moins le TAC venir dans un conseil communal à OML ou à Wezenbeek-Oppum parce que on ose parler en français, etc. Ça existe moins, je dis pas que ça existe plus, mais en tout cas ça fait moins la une de l'actualité qu'à l'époque. Dave Sénardet, quand même aussi quelque chose de plus politique avec vous. Qu'est-ce que la NVA doit à cette séquence ? On entend qu'elle, vous le disiez d'ailleurs, vous le rappelez, qu'elle est née à ce moment-là, qu'elle s'écarte du CDNV, qu'elle gagne triomphalement. Alors vraiment, c'est un triomphe en 2010, que bon an mal an, elle est toujours aujourd'hui numéro 1 en parti flamand. Peut-être aussi que côté francophone, c'est l'inverse pour le FDF. Le FDF qui était encore puissant dans le MR de l'époque et puis qui aujourd'hui, avec des filles, devient de plus en plus un petit parti. Il y a deux choses qui sont liées. Je crois qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de critiques sur l'accord sur la 6e réforme de l'État, notamment le morcellement des compétences en soins de santé, etc., etc. Mais sur le plan purement linguistique, les conflits linguistiques, je trouve quand même que la 6e réforme de l'État a vraiment pacifié les choses sur BHV, sur la nomination des bourgmestres. Je crois que c'est la première période depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'a pas connu ces dernières 15 années de grands conflits linguistiques dans le sens pur du terme. Certes, il y a parfois quelque chose ici ou là, une discussion, mais voilà, il n'y a plus ces dossiers-là sur Bruxelles et la périphérie, les questions linguistiques. C'est vrai que si on regarde, chaque décennie, il y a eu des questions linguistiques majeures. Il y a eu Fouron avant, il y a eu l'affaire de Louvain dans les années 60, il y en avait au moins chaque fois une, quoi. Ici, c'est vrai que depuis 10 ans... Et Peters dans les années 90 aussi, etc. Oui. Donc ça n'a jamais vraiment disparu. Et là, c'est quand même plus ou moins disparu du débat politique national. Donc voilà, ça a marché. Mais le paradoxe, c'est que la NVA est quand même très forte.
Et le Vlaams Belang aussi, si on compte les deux. Justement, mais je crois que le succès de la N-VA ne tient justement pas à ces questions linguistiques traditionnelles pure et dure, mais plutôt au fait que Bart de Wever a compris que c'était pas à travers justement ces questions-là qu'il allait engranger du succès, mais plutôt en mettant l'accent sur l'économie, gauche-droite, effectivement, sur le plan socio-économique notamment, mais aussi sur la sécurité et l'immigration. Il a donc un petit peu redéfini le conflit communautaire, plus autant les droits des néerlandophones à Bruxelles, etc. Non, plutôt le fait que, selon lui, la Flandre vote à droite, mais la Wallonie à gauche, et que donc, à cause de cela, les Flamands n'ont jamais la politique de droite sur l'immigration, sur la sécurité, sur le socio-économique pour laquelle ils ont voté, et que donc, il n'est pas possible de former des gouvernements cohérents en Belgique. Bon, entre-temps, là aussi, l'histoire a évolué avec quand même les résultats électoraux de 2024, notamment au sud du pays. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ça, Cédric Guistas, c'est l'autre conséquence politique intéressante dans cette décennie-là. Gouverner avec la N-VA était, côté francophone, une hérésie, tant du côté du MR, des engagés du PS, qui paradoxalement au début est celui qui a négocié avec la N-VA et qui était peut-être le moins en pointe contre la N-VA, c'était considéré comme presque raciste, disait déjà Charles Michel à l'époque. Et puis tout d'un coup, les partis francophones, d'abord le MR et puis les engagés ensuite, ont changé leur position par rapport à la N-VA. Ça veut dire aussi peut-être que cette pacification de la 6e réforme de l'État se disent on peut plus continuer dans le discours qui était quand même très polarisant de ces années 2000, quoi. Il y a une évolution de ce côté-là. Oui, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas constamment refuser de négocier avec ce qui était devenu le premier parti flamand. Oui. Parce que il y avait un problème démocratique. On ne peut pas dire qu'on veut le maintien de la Belgique et en même temps dire qu'on ne veut pas discuter avec le premier parti de la plus grande communauté linguistique du pays. D'autant qu'en arrière-fond, il y a le fait que le deuxième parti flamand, depuis un certain nombre d'années, est le Vlaams Belang. Oui. Et là, au nom du cordon sanitaire, on se refuse de discuter avec lui. Donc, il y a ce premier élément, on discute avec le premier parti pour ne pas être confronté un jour au deuxième. Et on s'est rendu compte que c'était contre-productif, en plus, de refuser de rentrer en négociation. Être demandeur de rien, ça n'avait pas pour effet de diminuer les revendications des Flamands, ça ne faisait que les exacerber, les mettre toujours plus à l'avant de l'agenda politique flamand. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que la N-VA a quand même marqué une très forte évolution dans le mouvement flamand. Pour faire simple, on est passé d'un mouvement flamand romantique qui proclamait les droits linguistiques, culturels de la Flandre, une espèce de Flandre éternelle. Voilà, cette réalité n'est plus portée aujourd'hui par la N-VA, notamment parce que, depuis la 6e réforme de l'État, il y a des frontières linguistiques beaucoup plus claires en Belgique cette fois-ci. La Flandre est parvenue à avoir une très grande homogénéité linguistique sur le plan administratif, et donc elle n'a plus à porter ce combat. Désormais, ce combat est acquis et il ne peut plus être remis en cause. Et il faut se rappeler que c'est dès 2010 que Bart de Wever proclame que son patron, c'est le VOCA. Oui. C'est-à-dire le groupe des patrons flamands. C'est très fort comme déclaration et on est en plein dans la crise BHV à ce moment-là. Lui, il dit bien, dès ce moment-là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les droits linguistiques et culturels. Ça, c'est un combat qui maintenant est derrière nous puisqu'il est acquis. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de porter le combat sur le plan socio-économique. Oui. Et là, évidemment, il rejoint une autre ligne de fracture de la société belge, un autre clivage, comme on appelle ça, qui est l'angle socio-économique. Et du coup, il peut beaucoup plus facilement dialoguer avec des partenaires de l'autre côté de la frontière linguistique, à commencer évidemment par ceux qui sont du même bord politique que lui, à savoir la droite et donc le MR. On arrive à la fin de l'émission, mais en même temps, il brandit toujours quand même une possible grande réforme à l'avenir, mais effectivement, ça ne cadre pas non plus toujours avec ce discours-là. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir débriefé cette séquence BHV avec nostalgie, un petit peu, disiez-vous. Dave Sinardet, je rappelle que vous êtes professeur donc à l'université Lucé Louvain, Saint-Louis Bruxelles et à la VUB. Cédric Guistas, vous êtes chercheur au CRISP. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. À la réalisation Julien Demeuse, à la coordination Émilie Malice.